Salut à tous frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Et comme promis, comme annoncé depuis quelques jours, on est en interview avec pas n'importe qui. Après la légende du football français Claude Puel, on passe à une autre légende du football français, à savoir Tracy Rodrigo. Comment ça va Tracy? Ça va très bien. Et puis bonjour à tous. Massène qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Merci. Après le match intéressant qu'on a passé du coup hier, face à Manchester United, le match aller. On va un petit peu parler de football ce soir, on va parler de pas mal de choses aussi avec Tracy, on va essayer de faire une demi-heure d'interview, on va parler de football, comme j'ai dit, du Barça évidemment, de Xavi, de Laporta, mais aussi de Messi, de Koeman, et plein de petites choses. Déjà, est-ce que ça te va comme programme? Très bien, c'est parfait. D'accord. À peu près. Alors déjà, est-ce que tu peux un petit peu te présenter et me dire comment tu vas déjà? Ça va très bien après ce match assez sympa d'hier soir. Donc, je suis la correspondante à Barcelone pour le journal L'Équipe et la chaîne L'Équipe. J'interviens également parfois sur la RTBF en Belgique. Et je suis quasi à 99% le Barça. D'accord. Donc tu es correspondante depuis juillet 2022, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et donc on te voit... Non, je suis correspondante depuis... je suis correspondante, je travaille pour L'Équipe depuis janvier 2022. Les 6 premiers mois, je les ai effectués de Valence en Espagne, le temps de déménager. Et donc effectivement, je suis à Barcelone depuis juillet 2022. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien en tant que correspondante pour L'Équipe, pour le Barça en fait? Alors le quotidien, ça change beaucoup d'une journée à l'autre. Quand on a des événements qui nous tombent dessus, comme par exemple le scandale d'arbitrage qui est tombé. Scandale entre guillemets qui est tombé il y a 2 jours. Effectivement, ça prend beaucoup de temps. En général, je me lève, je lis la presse. Alors, je lis la presse française, je lis L'Équipe et bien sûr toute la presse espagnole et catalane. Donc, je lis la presse madrilène et la presse catalane et un petit peu aussi la presse généraliste, puisque ici on parle de foot même dans la presse généraliste. Et ensuite, il faut organiser les futurs papiers, organiser les interviews, essayer de voir avec mon rédacteur en chef si on va parler de Dembélé, si on va parler de Koundé, si on va parler plus globalement du Barça, demander les accréditations pour les matchs, les conférences de presse de Xavi, les entraînements, etc. Et voilà, et puis surtout écrire, faire des recherches, poser des questions, trouver des numéros, essayer de trouver des numéros, attendre qu'on nous réponde, beaucoup, souvent. Et voilà, c'est à peu près à ça que ressemble une journée. Tous ceux qui se demandent un petit peu qu'est-ce qu'une journaliste fait de ses journées, nous on s'en rend pas compte du tout. On s'en rend pas compte, je sais pas pour toi, si tu savais un petit peu le quotidien. Absolument pas. D'accord. Je découvre tout là. C'est beaucoup. C'est intéressant parce que je trouve que justement on le sait pas et on devrait le savoir parce que je trouve qu'en France vous n'êtes pas assez représentés les correspondants journalistes qui sont à l'étranger. Moi j'ai l'habitude d'un petit peu, comme je comprends l'anglais, je comprends un petit peu l'anglais, sans vouloir me vanter, de regarder un petit peu la presse et les médias anglais. Et ce qu'ils font de bien, même si c'est vrai qu'ils sont très première ligue, etc. Mais ils ont des petits correspondants qui sont un petit peu envoyés à droite à gauche, en Espagne, à Barcelone. Oui, on en a ici. Surtout pour ESPN qui le fait très bien ici. Par contre, en France, on n'a pas de correspondant dédié qu'on voit et on sait sur qui se reposer en fait. Bon, pour le Real Madrid, ils ont la chance d'avoir Fred Hermel. Et nous, on a toi en fait. Les gens ne le savent pas, mais en gros, tu es un petit peu la Fred Hermel. C'est pas un compliment, ça. Mais en vrai, ça revient un petit peu à ça. Oui, alors Fred n'est plus à Madrid désormais. C'est Antoine Simoneau qui est le correspondant à Madrid pour L'Équipe. Fred Hermel est toujours sur RMC. Mais effectivement, du coup, je suis la correspondante à Barcelone. C'est vrai qu'on entend plus souvent parler peut-être des correspondants à Madrid. C'est vrai. Et d'un côté, c'est plutôt logique aussi, puisqu'il y a beaucoup de joueurs français au Real Madrid. Forcément, ce qui fait le plus de papier, etc., c'est les joueurs français, puisqu'on travaille pour un média français. Donc, en l'occurrence, on parle très souvent. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, depuis que je suis à L'Équipe, probablement que 70%, peut-être plus, de mes papiers ont été sur Ousmane Dembélé.
puisque déjà il y a eu tout l'événement autour d'Ousmane Dembélé. Est-ce qu'il prolonge? Est-ce qu'il s'en va? Est-ce que voilà, donc ça a pris énormément de temps, et je crois qu'effectivement, oui, il faudrait peut-être que je vérifie, mais je crois qu'on est autour de 70% sur Ousmane Dembélé. Maintenant, il y a Jules Koundé. À Madrid, il y a beaucoup de joueurs français, il y a Camavinga, il y a Tchouaméni, il y a Benzema. Il y a encore pas très longtemps, c'était Zinedine Zidane qui est sûrement la plus grande icône du football français. Donc c'est vrai que forcément, il y a... voilà, ça s'explique. Ouais, c'est ça. Et ça s'explique aussi par ça. Mais c'est vrai qu'il y a en France peut-être une prédominance d'une vision un peu plus madridiste que barcelonaise. Pourquoi ça? Qui s'explique en grande partie parce que je viens de dire. Et il y a aussi eu ces dernières années, peut-être sûrement, une petite... non, justement, l'inverse. Il y a une petite haine qui s'est formée autour du Barça, qui a commencé un soir de mars, voilà, et qui est la remontada. C'est vrai que depuis cette date, il y a eu beaucoup de retournements de situation par rapport au Barça, qui était un club plutôt apprécié jusque-là. La remontada, ça a beaucoup joué, et le fait, je le dis, je pense que le fait d'avoir Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid, ça joue forcément, puisque tout le monde se prend, même quelqu'un qui ne regarde pas la Liga, même quelqu'un qui ne suit pas vraiment ce qui se passe en Espagne, n'importe quel Français va se prendre un peu plus d'affection pour le Real Madrid parce que c'est Zinedine Zidane l'entraîneur. À Barcelone, qui étaient les entraîneurs à ce moment-là? C'était Valverde. Bon, voilà, je sais pas si en France, quand on parle du grand public, forcément, c'est Zinedine Zidane. Voilà, c'est Zinedine Zidane. Et puis Zinedine Zidane a beaucoup aussi d'anciens coéquipiers qui travaillent maintenant dans le monde des médias, etc., sur RMC, etc. Donc forcément, on aura tendance à plus parler de Madrid, on aura tendance à plus mettre en avant le Real Madrid que le Barça. Et pour le coup, là, je vais défendre un petit peu ce choix. C'est que ces dernières années au Barça, il n'y avait pas grand-chose à en dire, hormis ce qui se passait dans l'extra-sportif, le Barça Gate, Messi, le téléfax de Messi, etc., le bureau... Donc, c'est vrai que je comprends en partie ce choix. C'est vrai que maintenant, au Barça, ça va mieux. Il y a 2 Français qui jouent au Barça, qui sont très bons tous les deux. Mais après, on conserve une énorme fanbase, je pense, en France. Peut-être après Marseille-Paris, et le Real, je pense qu'on est la plus grosse fanbase en France. Je crois que la fanbase du Barça est avant celle du Real. Carrément, tu vois. En fait, je ne sais pas si la fanbase du Barça est devant celle du Real, mais les supporters du Barça sont extrêmement présents. Ils lisent beaucoup, ils lisent tout ce qui concerne le Barça. Même si tu sors un papier qui va parler d'un joueur qui a joué 6 mois à Barcelone, d'une histoire, les supporters du Barça, ils vont lire. Ils sont vraiment sur les starting blocks pour le coup. Comme ça. Si on prend par exemple, nous à l'époque à Furaliga par exemple, les papiers les plus lus étaient largement ceux du Barça, bien devant ceux du Real Madrid. Il y a une réelle demande sur le Barça. J'ai vraiment cette impression-là aussi que la communauté du Barça, c'est pas pour dire que c'est la plus grande ou c'est la meilleure, j'ai l'impression que c'est la plus grosse, dans le sens où même au sein de la communauté Barça, il y a des sous-communautés en fait. Parce qu'ils sont très actifs. Il y a vraiment, ils sont très. Alors il y a les défauts et il y a les avantages, mais sur le coup, ils sont très actifs et même d'ailleurs au club, on le sait. Hein, quand on dit supporters français, oui, ils savent qu'il y a quelque chose avec supporters français, supporters francophones globalement d'ailleurs. Voilà, il y a un site en français d'ailleurs. Le Barça a son site en français. Voilà, depuis quelque temps déjà d'ailleurs. Mais il y a une demande, concrète, et les médias ne répondent, je trouve que les médias français en tout cas ne répondent pas à cette demande-là avec des correspondants comme toi, du coup, pour te mettre en avant et exploiter ça, parce que vraiment c'est un manque. On est demandeur laisse tomber. Moi sur Facebook, je le vis, je le vois tout le temps, ma page Facebook, en plus on est actif. Et surtout très agressif dans mon terme, hein. Tu vois ce que je veux dire, on est... Pas toujours, mais oui. Passionné. Passionné, ouais. Voilà. Ouais, on va dire ça, passionné. Mais voilà, c'est un peu dommage. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est en parlant de ton métier, c'est un petit peu à quel rythme tu vis le football, combien de matchs tu regardes par semaine, par exemple. Ça m'intéresse. Alors, déjà, je regarde principalement la Liga. Je regarde environ 8 matchs de Liga.
à peu près, tous les week-ends. Ça dépend voilà, à quelle heure joue le Barça aussi, parce qu'il faut avoir le temps de rentrer, d'écrire le papier, etc. Mais voilà, entre 7 et 8 matchs de Liga, donc obligatoirement celui du Barça, obligatoirement celui du Real Madrid, obligatoirement celui de l'Atlético de Madrid, obligatoirement celui de Valence pour des raisons maritales. Sinon je m'infligerai peut-être pas ça. Donc je regarde principalement la Liga. Ensuite je regarde l'OM pour des raisons principalement maritales également. Et c'est à peu près tout. En fait, je regarde quasi uniquement la Liga. Parce que je considère que suivre un championnat, c'est déjà très compliqué. Déjà, suivre une équipe quand elle s'appelle le FC Barcelone, c'est très compliqué. Suivre un championnat en entier, essayer plus ou moins de comprendre toutes les équipes, de connaître un petit peu l'histoire, un petit peu les légendes, un petit peu avoir parlé avec les supporters, savoir ce qu'ils attendent de leur club, etc. C'est déjà très compliqué pour un seul championnat. Donc je pense que si tu commences à suivre 5 championnats, c'est quasi impossible en tout cas d'être complet. Voilà, donc j'ai décidé il y a quelques années de ne plus m'éparpiller. Je suivais la première ligue, pour vous situer, je suivais la première ligue à l'époque Liverpool de Fernando Torres. Donc ça commence à dater un petit peu. Et puis après, je regarde bien sûr les Coupes d'Europe, donc Ligue des Champions, Europa League avec le grand FC Barcelone. Je regarde la 2e division espagnole. Ouais. Parce que je suis Las Palmas de l'ancien entraîneur du Barça, Garcia Pimienta, qui est leader d'ailleurs, qui pourrait monter en Liga la saison prochaine. Voilà, ce serait plutôt sympathique. Et d'autres équipes de 2e division, je regarde Eibar de temps en temps, qui est aussi en bonne position. Et quand j'ai le temps, malheureusement beaucoup moins qu'avant, je suis le Barça B. Et aussi parfois, ça m'arrive, quelques matchs féminins et du coup le Barça féminin. Alors on va entrer tout doucement dans le vif du sujet, on va commencer par la Liga déjà. Avant de parler du Barça en particulier, j'ai envie de parler de la Liga, qui je trouve arrive à un instant, un moment, une période assez charnière pour la suite, son avenir en fait tout simplement. On est à un moment où la Liga commence à... Il y a un débat qui fait que on est tous à se dire que le niveau en Liga perd un petit peu, une perte de niveau en Liga, et c'est principalement dû apparemment à plusieurs facteurs comme l'argent, comme les transferts, comme la télévision aussi, la Super League que les clubs, le Barça et le Real réclament. On a un Javier Tebas qui montre qu'il a un espèce de contentieux avec le Barça, la Porta, j'ai envie de dire, qui bizarrement, il n'avait pas ce contentieux-là avec Bartomeu. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Il y a un truc qui se passe entre deux. Et comment tu l'expliques ça un petit peu, ce comportement de Tebas vis-à-vis du Barça? La réponse facile et celle qui est utilisée partout, en tout cas par les supporters du Barça, c'est que Javier Tebas est un supporter du Real Madrid, donc forcément il va mettre des bâtons dans les roues du Barça, mais c'est forcément plus compliqué que ça, puisque avant l'arrivée de Laporta, il était un petit peu plus coulant, on va dire, avec le Barça. Donc ça ne s'explique pas forcément par le fait qu'il est supporter du Real Madrid, même s'il s'en cache pas du tout. du tout. On est d'accord qu'il était plus coulant avec Bartomeu. Alors en fait, il y a des raisons. Déjà, il y a des raisons. Il y a des bonnes raisons et des raisons un peu plus obscures, on va dire. Déjà, pendant longtemps, le Barça a eu des salaires élevés, donc sous Bartomeu, mais aussi des très grosses rentrées d'argent. Donc des très gros revenus qui, dans un certain sens, compensaient. Pendant longtemps, on compensait, en tout cas officiellement, dans les comptes officiels, on compensait les dépenses du Barça. D'ailleurs, jusqu'à que la crise plus ou moins démarre, le Barça faisait encore des bénéfices. Trop léger par rapport aux rentrées d'argent, mais faisait encore des bénéfices. C'est là-dessus qu'en fait Bartomeu se sauvait, si on peut dire ça comme ça, même si on a appris plus tard avec l'audit que c'était un petit peu plus nuancé que ça. Mais c'est là-dessus que Bartomeu se sauvait, c'est avec le fait que le Barça continuait à faire des bénéfices, le Barça continuait à avoir des énormes rentrées d'argent, même si à ce moment-là, les résultats, il y avait encore des Ligas, il y avait plus de Ligue des Champions, mais il se sauvait là-dessus.
Ce qui l'a sauvé aussi sans doute, c'est les bonnes relations qu'il entretenait avec Javier Tebas, bonnes relations que n'entretient pas Laporta, c'est peu de le dire. Mais le contrôle de la Liga sur les salaires, il est le même pour tout le monde. Il est aussi le même pour le Real Madrid, il est le même pour Valence. Il est le même par exemple pour Valence, qui a aussi eu des difficultés à inscrire des joueurs. L'Atlético Madrid aussi à un moment. Il n'y a pas que le Barça qui a été en difficulté au moment d'inscrire des joueurs. Mais effectivement, on m'a posé la question d'ailleurs la semaine dernière, si on prend le cas de Valence, qui est en extrême difficulté financière, Valence a eu des soucis pour inscrire des joueurs, mais ils y sont parvenus. Et pourtant, là, dernièrement, ils n'ont pas réussi à payer les salaires. Ils ont dû essayer de trouver une combine qu'ils avaient déjà utilisée pour payer les salaires. Et Tebas est plutôt muet, on peut le dire, sur le cas de Valence. Et c'est vrai que Tebas était très 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 pour l'arrivée de Peter Lim à Valence. Et il défend encore actuellement le propriétaire de Valence, Peter Lim. Et c'est vrai qu'on se pose des questions. Alors qu'il y a des manifestations. Voilà, alors qu'il y a des manifestations, que tout le monde à Valence veut que Peter Lim s'en aille. La gestion, même s'il y a eu une réduction un petit peu de la dette, la gestion est mauvaise. On rappelle que Matteo Alemany, qui est maintenant à Barcelone, était à Valence. Ça fonctionnait très bien. Il y avait Pablo Longoria, il y avait Marcelino. Il gagne la Copa contre le Barça. Pour ceux qui connaissent pas l'anecdote, qui est quand même complètement folle et qu'il faut que je raconte avant de revenir à Tebas, c'est que à ce moment-là, quand Valence gagne la Copa del Rey contre le Barça de Messi et Luis Suarez, il gagne la Copa. Et c'est pour ça que Marcelino est viré, parce que Peter Lim avait demandé de ne pas jouer la Copa del Rey à fond, ce que Marcelino n'a pas écouté. Il a dit je la jouerai à fond parce que je pense qu'on peut la gagner. Il avait raison, mais Peter Lim il n'a pas apprécié. Enfin, Peter Lim et Anil Murti qui était à ce moment-là le président, n'ont pas vraiment apprécié qu'on aille contre leur avis, et donc Marcelino a été remercié comme l'anecdote est complètement folle. Il a été viré pour gagner un titre. Non, parce que lui avait demandé qu'on laisse tomber la Copa pour rester sur la Liga. Donc il n'a pas apprécié que Marcelino aille contre son avis, et donc c'est un peu là que tout a démarré. Donc l'anecdote est folle, et ça vous donne un petit peu ça explique pourquoi on a 38 clubs sur 40, sauf le Real et le Barça, qui étaient pour le CVC par exemple. Si on prend le cas de CVC, justement, pour revenir sur Valence a une marge en plus que n'a pas le Barça. C'est parce qu'ils ont signé CVC. Par rapport à l'inscription des joueurs, etc., ils ont une marge supplémentaire, si je me souviens bien, de 15% que n'a pas le FC Barcelone, puisque le FC Barcelone a refusé de signer CVC. Oui, du coup, en parlant de M. Tebas, là, par exemple, on a eu un symbole magnifique avec ce qui s'est passé lors du mercato d'hiver, là, avec la première ligue qui dépense plus de 800 millions d'euros, la deuxième division anglaise qui dépense 1 million d'euros de moins que la Liga, ce qui semble incroyable. Je crois même la Ligue argentine a dépensé plus que la Liga. Est-ce que tu ne penses pas que ce modèle économique qui est assez restrictif, du coup, à long terme, il n'y aura pas un problème, un souci? Parce que je me dis que là, c'est passé en 2022 avec le transfert d'Mbappé qui échoue du coup au Real Madrid. Ça, c'est symbolique. D'accord? On a un joueur qui ne viendra pas au Real Madrid, qui peut-être il espère venir dans 3 ans là. Dans 3 ans. Où on sera à la Liga? Est-ce que Mbappé va pas se dire ok, le niveau a baissé, il n'y a plus de stars, pratiquement plus aucune star. Est-ce que finalement je voudrais pas rester au PSG ou partir dans un club anglais ou ce que je veux dire ou pas? Oui, mais ça va aussi dans le sens inverse. Est-ce que dans 3 ans le Real Madrid voudra toujours Mbappé? Je pense que si. Je pense aussi, parce qu'ils en ont forcément besoin un jour ou l'autre. Mais peut-être qu'ils se voudront plus à Londres. Oui, par exemple. Mais même à Londres, c'est le même problème. Parce que peut-être que lui, il n'est pas mieux en Angleterre, plutôt que de jouer la Liga contre... Le Real Madrid et le Barça attirera toujours plus. Certes. Il n'y a pas de débat là-dessus. Pour ce qui est je suis sûr. D'accord. Pour ce qui est des dépenses en Liga, le système restrictif, il faut comprendre qu'il a été mis en place à un moment où plusieurs clubs de Liga ne pouvaient plus payer les salaires, à un moment où plusieurs clubs, même historiques, ont failli disparaître. Peut-être qu'il y en a qui sont trop jeunes pour s'en rappeler, mais il y a un moment où la Liga était réellement au fond du trou, avec des joueurs qui portaient plainte sans arrêt pour impayés. C'était devenu délirant jusqu'à ce que Javier Tebas arrive. C'est Javier Tebas qui a remonté... c'était avant l'arrivée de Javier Tebas, dans les années 2000... peut-être 2006, 2007, même peut-être après, à vérifier.
Donc, et c'est aussi pour ça que Javier Tebas, les clubs votent pour lui. Parce qu'il a sauvé beaucoup de clubs, il a augmenté les revenus, les droits TV ont explosé sur Javier Tebas, les contrats sont bons, le CVC, beaucoup sont contents parce que, pour rappel, 70% de l'argent reçu pour CVC doit être alloué obligatoirement à tout ce qui est structure, donc infrastructure, pardon. Ouais. Donc, on peut refaire les stades, on peut refaire les centres d'entraînement, et ça, c'est quelque chose sur lequel l'Espagne était un petit peu en retard, et c'est quelque chose dont n'ont pas besoin Real Madrid et Barça. Voilà, Real Madrid et Barça peuvent faire leur stade eux-mêmes, ils peuvent faire leur centre d'entraînement eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de CVC. Là, Villarreal a refait une partie de son stade, le Betis va faire le centre d'entraînement, tout ça grâce en partie au CVC, et ça, c'est des choses sur lesquelles sur lesquelles la Liga était en retard, et qui va attirer des jeunes joueurs. Vous savez, les joueurs, quand ils arrivent aussi dans certaines structures en Angleterre, dans certains clubs, etc., quand ils arrivent et qu'ils voient le centre d'entraînement, quand ils voient ce qu'il y a, et sur ça, l'Espagne était vraiment en retard. Donc ça, je trouve que c'est une bonne décision de Javier Tebas. En tout cas, la bonne décision, c'est d'avoir vraiment encadré l'utilisation de l'argent, pour pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire je reçois 30 millions d'euros et je vais les mettre sur un joueur, et puis l'argent va disparaître. Donc ça, c'est bien. Ce qui me perturbe un peu plus, c'est la durée du contrat CVC, qui est sur 50 ans et qui est un petit peu, ce qui paraît un petit peu longue, même s'il a dit lui-même qu'il ne resterait pas ce temps-là. C'est ce qui me paraît le plus inquiétant. Par contre, sur l'utilisation de l'argent, moi, ça me paraît vraiment d'être une bonne option. C'est un calcul à long terme, moyen-long terme. C'est sûr qu'on ne va pas en avoir les effets tout de suite, mais je pense que Javier Tebas considère qu'il n'y a aucun moyen de lutter avec la Première Ligue. C'est-à-dire que le Barça et le Real resteront toujours ce qu'ils sont, parce que eux déjà ont des revenus bien supérieurs. On rappelle quand même, je trouve ça, certains supporters me le disent souvent, ils trouvent ça assez drôle que les supporters du Barça se plaignent du niveau du Real, se plaignent du niveau du championnat, sachant que Barça et Real prennent la grosse partie du gâteau sur les droits TV. Ouais. Ce à quoi des supporters du Betis ou de l'Athletic me répondent, ils ont qu'à partager les droits TV, on aurait peut-être un peu plus d'argent et on pourrait peut-être faire des... Alors pas l'Athletic, pardon, parce qu'eux ils ont que des joueurs formés au club, mais si on prend le Betis, le Séville ou même Valence, qu'est-ce qu'on nous répond? On dit, ils sont bien gentils, les supporters du Barça et du Real, mais bon, ils prennent la grosse partie des droits TV. Ce à quoi vont répondre les supporters du Barça et du Real, oui, mais si tu as des droits TV aussi élevés, c'est parce qu'il y a le Barça et le Real dans la Ligue. Bon, autant vous dire que c'est un cercle vicieux et que avec ce genre de débat, on n'arrivera à rien. Sur le niveau de la Liga, contrairement à certaines personnes, je pense qu'on a eu une Liga qui effectivement a baissé de niveau ces dernières années. Par contre, je pense que là, on est dans le regain et pas dans la baisse. Je crois qu'on était vraiment dans la baisse ces dernières années et que là, on est plus sur un regain. Alors qu'il ne se voit pas, bien entendu, en Ligue des Champions là cette année, puisque le Barça est en reconstruction. L'Atlético, vaste sujet que l'Atlético, il faudrait en faire une vidéo entière. Et qui était le 4e club en Ligue des Champions? C'était Séville, qui vit une crise pas aussi profonde que celle de Valence, mais assez profonde. Ce qui se passe, c'est qu'on a des clubs historiques qui sont assez mal gérés et qui sont les clubs qui, après Real et Barça, doivent être les locomotives. Déjà, pendant plusieurs années, le Barça n'a pas été la locomotive qu'il devait être. Donc, non seulement on ne va pas reparler de la direction Bartomeu, donc je trouve ça toujours assez gênant que les supporters du Barça se plaignent de ça, parce que pendant des années, le Barça... Alors on va me dire Bartomeu, mais Bartomeu, il fait partie du Barça. Bartomeu, c'est le barcelonismo, c'est les gens du Barça qui ont voté Bartomeu. Excuse-moi, parce que moi je fais toujours la distinction entre Bartomeu... Non mais il faut la faire, parce que Bartomeu est l'un des nombreux présidents du Barça. Il ne sera pas le seul, mais il fait partie du barcelonismo. Il a été élu, il a été soutenu, c'est un supporter du Barça aussi, c'est un acteur du Barça. Il fait partie du Barça. Et donc pendant des années, le Barça n'a pas joué son rôle de locomotive. Et actuellement, on a des clubs, donc c'est Valence, c'est Séville, c'est un petit peu l'Atlético, qui n'arrivent pas à suivre le rythme qu'ils devraient suivre. C'est-à-dire pas suivre le Barça et le Real, mais être derrière. Alors, le bon point, et c'est pour ça que je dis qu'il y a, je pense, un regain actuellement, c'est que d'autres clubs prennent leur place. C'est la Real Sociedad, c'est Villarreal qui est très très bien géré. Villarreal, ils ont des fois des baisses, ils sont descendus il y a quelques années, mais Villarreal globalement est très très bien géré. Ils n'ont pas de dettes, etc. Ils sont très très bien gérés. C'est pour ça que je disais récemment que moi, par rapport au niveau de la Liga justement qui aurait baissé, si l'Atlético Madrid, tous ces clubs-là qui sont en crise de cycle ou en crise de résultats, étaient à leur place de locomotive,
ça m'aurait posé problème. Bien sûr, mais je vais te dire un truc. Il y a quelques années en arrière, allez, 2000, dans la grande période du Barça de Guardiola, des gens disaient que la Liga était un mauvais championnat. Mais ça a duré pendant des années. Pourquoi ? Parce que quand le Barça et le Real font pas 100 points, la Liga est mauvaise parce que les équipes du bas arrivent à prendre des points contre le Barça et le Real. Par contre, quand le Barça et le Real font 100 points, la Liga est mauvaise parce que ceux d'en bas, il y a toujours... Sur la Liga, c'est un débat éternel. Ça encore, c'est des choses que les gens ont peut-être oublié. Mais le niveau de la Liga, c'est éternel. Pendant des années, ça a toujours été Première Ligue. Alors que c'est l'Espagne qui gagnait toutes les Europa League et toutes les Ligues des Champions. Et même à cette époque-là, ça chouinait. C'est comme quand on vient me parler du spectacle en Liga. Le spectacle en Liga, c'est à cause de Simeone qu'il y a plus de spectacle en Liga. Et on me nomme Mallorca. Mallorca est entraîné par Aguirre. Alors, autant vous dire qu'Aguirre, il n'a pas attendu Simeone pour bétonner. Il est là depuis je ne sais combien d'années, il n'a pas attendu Simeone. Donc, des équipes qui bétonnaient, ça existait déjà à l'époque du Grand Barça de Guardiola. Ça existait déjà à cette époque. Alors, peut-être un peu moins, ça j'avoue, mais parce qu'il y a un problème de renouvellement d'entraîneurs. Ça, pour le coup, c'est le cas. On revient souvent aux anciens entraîneurs et on rappelle Aguirre, par exemple. Ça, c'est un problème. Ça, pour le coup, c'est un réel problème. Mais les éternels débats comme ça existe depuis des années. Et du coup, est-ce que tu sais où ça en est, du coup, la Super League ? Ah, vaste débat que la Super League. Des infos croustillantes à nous donner en relation. C'est assez drôle ce débat sur la Super League parce que, pour ceux qui ont suivi, Laporta a plus ou moins changé d'avis là-dessus. Lorsqu'il était candidat à la présidence du Barça, il avait dit être contre. Il est dorénavant pour. Josep Bartomeu avant était déjà pour, donc on était déjà dans une ce qui est assez étonnant d'ailleurs, puisqu'on parlait tout à l'heure des relations qui étaient assez bonnes entre Bartomeu et Tebas, alors que Bartomeu était pour la Super League. Donc c'est assez drôle. Donc effectivement la Super League, moi je soupçonne Laporta, c'est vraiment un avis personnel, de pas spécialement être pour. Je pense qu'il y a un moyen de pression qui se met en place. Alors je parle pas du côté de Florentino Pérez parce que j'en sais rien. Mais Laporta est quand même mesuré. Il est pour la Super League, mais il émet quand même des critiques, il émet quand même des doutes entre guillemets sur le fonctionnement. Et je comprends les clubs qui ont peur de cette Super League d'en être exclus. Donc je pense que cette Super League, c'est aussi un moyen de pression parce qu'il y a cette peur de ne pas concourir de manière égale avec le Paris Saint-Germain et Manchester City qui sont la cible avant que ça devienne Newcastle ou peut-être Manchester United s'ils sont rachetés comme on en parle. Il faut se mettre... Je comprends ceux qui expliquent que les clubs historiques pendant des années ont pris un petit peu tout ce qui passait et donc Barça et Real également qui entre guillemets présider l'UEFA parce que c'était les gros clubs qui décidaient de ce qui se passait à l'UEFA et je comprends qu'on dise maintenant c'est le PSG et ça dérange mais on est pour moi quand même dans une situation qui n'est pas semblable, c'est-à-dire que le Barça a eu une mauvaise gestion pendant des années, ils ont même failli payer très cher. Quand on voit la masse salariale du PSG, quand on voit les pertes du PSG, certes, on peut comparer ça avec ce qu'a vécu le Barça dernièrement, mais eux, il n'y a pas de conséquences. Voilà. Et c'est ça la différence. Ça veut dire qu'à Barcelone, il peut y avoir une très mauvaise gestion de nombreuses années, mais il y aura des conséquences. Là, pour l'instant, au PSG, on n'a pas l'impression qu'il y a des conséquences. Et c'est ce qui dérange Laporta. Les fans du PSG te diront que, regardez, aujourd'hui, on a le fair play sur le dos. Ouais, mais ça, c'est rien comparé à... C'est ça, c'est pas la même chose. À deux doigts de mettre la clé sous la porte. Mais tu sais, pendant des années, ça a été l'inverse. Pendant des années, en Ligue 1, on disait, ah oui, mais en Espagne, ils n'ont pas la DNCG, etc., etc. Donc, ça aussi, c'est un vaste sujet. C'est pas les mêmes charges en France et en Espagne. Bon, les impôts, c'est pas pareil aussi. Donc, ça, c'est vrai. Mais le fait est que un club comme le Barça, pourtant un historique, peut connaître des conséquences très graves par rapport à une mauvaise gestion, visiblement. Pour le PSG, c'est plus compliqué. Donc je pense que c'est un moyen de pression et je ne suis pas sûre que tous les clubs qui sont pour actuellement ouvertement aillent jusqu'au bout si l'UEFA se ravise sur ces clubs États comme les appelle Laporta. Voilà. Donc l'avenir nous le dira. Je voulais te demander, du coup, on ne le sait pas trop même,
on s'en doute un petit peu, la presse catalane est très divisée en général entre pro-Xavi, anti-Xavi, pro-Koeman, anti-Koeman. Comment ça se matérialise un petit peu ça? Comment tu le vois, comment tu le sais? Est-ce que c'est vraiment Mundo Deportivo, sport, ou c'est plutôt au sein des journalistes, chacun, comment c'est fait? Ça m'intéresse. Comment c'est fait, il n'y a pas de mode d'emploi et c'est justement ça qui est compliqué, c'est qu'on ne sait pas réellement, on ne connaît pas les liens des médias et des journalistes avec tel président ou tel entraîneur, mais effectivement chacun a un petit peu ses défenseurs, si on peut dire ça comme ça. Ce qui est plus dérangeant, c'est que quand on est ici en Espagne, on lit plus ou moins, ou on essaye de lire tous les journaux. Donc on arrive à se faire une opinion sur ce qui est vrai, ce qui est un petit peu romancé. Le problème, c'est que quand c'est diffusé en France, soit par les comptes d'actualité, etc., qui dans la majorité des cas font très bien leur travail, mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas mettre tous les journaux catalans ils ne peuvent pas mettre tous les journaux catalans sur leur Twitter ou sur leur YouTube. Donc on se retrouve avec une sélection et c'est cette sélection qui va créer une opinion qui n'est pas forcément réelle. Voilà. C'est-à-dire que si tu diffuses tous les journaux qui vont être anti-Xavi, forcément va se créer sur Twitter une impression tout le monde est contre Xavi à Barcelone. Si tu diffuses, c'est un peu pareil avec les notes, tu vois. Des fois les notes des médias catalans sont partagées sur Twitter et des fois non. Donc du coup, tu pars du principe que cette fois-là, tel joueur a eu une bonne note, c'est un scandale. Bon, la presse catalane est pour lui. Mais si tu la lis tous les jours, des fois il y a des aberrations. Moi, je vous dis, depuis que je fais les notes cette année avec l'équipe, c'est très compliqué. Honnêtement, c'est vraiment un exercice compliqué. C'est d'autant plus compliqué quand on est au stade et à la maison, c'est pas la même chose. Voilà, c'est très compliqué. Mais effectivement, bien sûr qu'il peut y avoir des aberrations. Bien sûr que des joueurs ont des liens avec des journalistes. Bien sûr que des présidents ont des liens avec des journalistes. Mais plus ou moins, j'ai envie de dire, l'avantage, entre guillemets, c'est que chacun a son camp. Donc, le seul, dernièrement, en tant qu'entraîneur, qui vraiment a été mis en difficulté dès le début, sans aucune chance laissée, c'est Quique Sétienne, qui vraiment n'était pas encore arrivé, que c'était déjà, le pauvre, il a subi dans la presse, et pas que dans la presse d'ailleurs, mais il a subi vraiment la foudre. Si on prend le cas de Koeman, dont on a beaucoup parlé en France, Koeman avait beaucoup d'amis dans la presse, il en a toujours, et c'est bien pour ça qu'on lui tend toujours le micro quand il a quelque chose à dire, même quand c'est pour dire la même chose 50 fois ces derniers temps, il y a toujours quelqu'un pour lui tendre un micro, il a beaucoup d'amis, quand il est parti, on n'est pas trop revenu sur son passage, ce qu'il avait bien fait, surtout ce qu'il avait mal fait, ça a été plutôt mis sous... Voilà, c'était plutôt mis sous le thé noir, on n'en a pas vraiment parlé, voilà. Et ça a été pareil pour Xavi. Xavi, on a un côté des gens qui n'étaient même pas encore arrivés, qui l'ont craché dessus, le mot est dur, mais qui s'en sont pris à lui. Et c'est vrai que c'était souvent des gens qui aimaient Koeman. Donc c'est vrai que ça va vite. Et c'est pareil pour Laporta et Bartomeu. Et c'est pareil. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'essayer de lire le plus possible tout ce qu'il y a à lire dans la presse, c'est-à-dire et Mundo Deportivo et Sport. L'Avanguardia, ça peut être utile aussi. C'est le mieux pour avoir une vision globale et puis essayer de se faire son propre avis, ne pas partir du principe que tel média appartient au groupe Goudo qui soutient Rosell, etc. Il peut y avoir, il y a de tout dans les journalistes. Ils vont pas c'est pas non plus toi t'aimes bien Bartomeu? Non, on te prend pas Sport alors. Ça marche pas non plus comme ça. Est-ce que les joueurs regardent leurs notes ou ce qu'on dit sur eux? Ça m'intéresse ça. Ça dépend des joueurs. Mais ça existe. Certains aiment bien aiment bien savoir quelles notes ils ont eues ou même les papiers qu'on écrit sur eux, mais après moi j'ai jamais eu on m'a jamais dit tu m'as mis telle note. En plus je pense pas que dans ce genre de cas c'est le joueur qui te contacte directement, ce sera plus soit son service de communication, soit son agent, etc. Je vois que ça a pu peut-être arriver qu'un joueur envoie. Moi ça m'est jamais arrivé, on m'a jamais même ça m'est déjà arrivé que on me demande oui Tracy, est-ce que tu peux m'envoyer les papiers que tu as écrits sur tel ou tel joueur aux agents, etc. Je les envoie, j'ai jamais eu de... En France, on sait que Jérôme Rotten, par exemple, lui, il demandait aux journalistes en personne, oui,
Pourquoi tu vas mettre tes notes? Après, moi, tu vois, je note les joueurs du Barça, donc je le fais qu'en Ligue des Champions, donc je le fais plus du coup. Mais ça intéresse pas vraiment. Ça intéresse pas vraiment les joueurs, même les joueurs français de Barcelone, Dembélé ou Koundé. Bon, ils en ont rien à faire de la note que je leur mets. Honnêtement, et puis de toute façon, bon, j'ai eu plus ou moins de la chance, ils sont plutôt bons, donc voilà, donc j'ai jamais eu de problème là-dessus. Après, je pense que peut-être avec des joueurs de Ligue 1 en France, peut-être que c'est différent, mais moi, j'ai jamais eu de problème sur les notes. D'accord. Bah, merci beaucoup, Tracy. Merci à vous. C'était un plaisir. Pas à vous deux, hein, pas à vous, je te vous vois pas, parce que bon, voilà, faut pas abuser non plus. C'était un plaisir. On se revoit évidemment, je pense, la prochaine fois qu'on vient sur Barcelone. Je sais pas quand je vais revenir, moi, vu qu'on sera en travaux au Camp Nou, peut-être à Montjuic. Il faut revenir. Oui, j'y suis allée la semaine dernière. Ils sont en plein travaux. Ils étaient, en fait, ils ont changé tout ce qui est technique d'arrosage, etc. pour la pelouse. Ouais. Ils ont mis le terrain en termes de pelouse, voilà, comme le Barça le voulait, en termes de chiffres, aux normes de la Liga. Et donc là, ils allaient placer la pelouse. Effectivement, ils vont mettre en place tout ce qui est système de transport, etc. Parce qu'il faut monter tout là-haut à Montjuic et qu'il n'y a pas beaucoup de places de parking. Il n'y a pas beaucoup de bus, etc. Donc voilà, tout ça va être mis en place pour que le Barça puisse y jouer. Ça va être bizarre, mais c'est avant l'Espace Barça, donc voilà. Merci infiniment. Merci à toi. À la prochaine. À bientôt. Merci.